Je me tourne vers Christine Kelly, femme de médias, parce que vous avez vécu aussi cette transformation comme journaliste, de nombreuses années à LCI avant de rejoindre le CSA en 2009, il faut le rappeler. Vous êtes occupé aussi de régulation et d'éducation média, on aura notamment parlé. Puis bien sûr, maintenant CNews depuis 2019 avec l'émission Face à l'info qui a fait sa rentrée hier soir d'ailleurs. Hein, donc merci d'être là en pleine rentrée. Comment vous voyez cette transformation des choses qui est que ce qu'on a appelé à un moment donné, les médias, on disait c'est le quatrième pouvoir, la presse, les journalistes. On a le sentiment qu'on n'a plus beaucoup de pouvoir et que le pouvoir des réseaux sociaux, sans ce qui faisait aussi la confiance qu'il pouvait y avoir à une époque, elle est maintenant largement entamée entre le public et les médias, est plus fort que celui des journalistes, bien plus, en tout cas bien plus prégnant en influence. Je dirais deux choses. La première, c'est que lorsque j'étais au Conseil supérieur de l'audiovisuel, aujourd'hui l'ARCOM, on ne pouvait pas, par exemple, citer Facebook et Twitter à la télévision. C'était interdit. À ce point-là. Parce que ça voulait dire que c'était de la publicité clandestine pour ces grandes marques qui pouvaient lever des milliards de dollars. On était quasiment le seul pays au monde à ne pas le faire. J'ai fait un texte voté par les membres du Conseil pour autoriser cette citation pour faire lien avec votre introduction, accompagner cette technologie avec laquelle on vit aujourd'hui. À l'époque, beaucoup de patrons de chaînes de radio me disaient à quel point ils étaient interpellés aussi par le fait que le CSA, par exemple à l'époque, déjà commençait à rejeter sur les réseaux sociaux la responsabilité juridique. Et les patrons, par exemple de Google, etc. et tout, s'insurgeaient sur le fait qu'on posait sur eux la responsabilité de la modération, la responsabilité de la justice, la responsabilité de ce qui est bien et qui est mal, et en se disant, mais on n'a pas le pouvoir, on n'a pas les moyens de tout faire, et pourquoi cette responsabilité a été posée sur les épaules des grands réseaux sociaux? C'est une véritable question, et aujourd'hui, avec l'arrestation du patron de Telegram, on peut se poser beaucoup de questions. Il est accusé, entre guillemets, de pédocriminalité, terrorisme, etc., les plus grands mots. Est-ce lui le coupable? Est-ce le réseau social Telegram le coupable? Est-ce ceux qui sont à l'origine des faits qui sont coupables? Il y a là toute une chaîne à analyser. Ma deuxième remarque, c'est que lorsqu'on parle de fake news, pour moi, il y a trois prismes à analyser dès qu'on entend fake news ou bien dès qu'on voit une information. Je dis souvent EVS, erreur volontaire ou subtile. L'erreur, exemple, Martin Bouygues est mort. C'était une erreur. Il ne faut pas oublier ce niveau de fake news. Exemple, Xavier Dupont-Ligonnès a été arrêté. Ça a fait la une de tous les médias. Breaking news, pratiquement. Breaking news, voilà. Il ne faut pas oublier, négliger ce premier niveau. Deuxième, la fake news, la fausse information volontaire. La fausse information volontaire, par exemple, j'ai appris il y a quelques mois que j'étais décédé d'une leucémie. C'est une mauvaise information volontaire. Et qui a fait du tour, le tour des réseaux sociaux, au point que vous avez été obligé de le démentir à l'envoi. Oui, de démentir. Coucou, je suis encore style de live. Pour combien de temps, Dieu se le sait, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est pas la première. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des fausses informations volontaires. Il y a un premier niveau. C'est-à-dire, voilà, telle personne est décédée, ou bien il y a d'autres exemples comme ça. Et puis il y a la plus subtile, celle qu'on ne voit pas forcément, c'est celle où on va dénoncer de fausses informations, ce qui ne l'est pas, pour jeter une étiquette, pour cristalliser, stigmatiser, condamner, attaquer. Et c'est celle-ci aussi sur laquelle il faut faire terriblement attention. Parfois, ce qu'on décide être, ce qu'on annonce être, ce qu'on cible être de la fausse information, ne l'est pas, mais c'est une étiquette jetée pour cristalliser, attaquer, décrédibiliser. Et je suis obligé d'aller au bout de votre raisonnement. Donc, les fake news, vous en avez été victime.
mais vous appartenez à une chaîne qui promeut le débat, qui promeut la liberté d'opinion, mais qui est parfois aussi montrée du doigt, voire aussi qui a subi des sanctions de l'ARCOM, pour avoir justement, éditorialement, véhiculé des informations qui ont été considérées par certains comme des fake news, y compris dans votre propre émission. Comment vous réagissez à ça? Je réagis à ça dans le dernier niveau. Oui. C'est-à-dire souvent... Par exemple, quand vous avez pu laisser croire que la France était un pays record en matière d'insécurité en Europe, c'est une chose qu'on vous a reproché. Voilà. À qui? D'avoir, par exemple, mis en avant un classement qui donnait la France comme un pays record en matière d'insécurité en Europe, alors qu'en fait, ce classement n'était pas sérieux ou n'était pas attesté, etc. Je vous donne cet exemple, c'est pas du tout pour vous mettre en cause vous personnellement, mais puisque vous allez au fond des choses, et de cette troisième catégorie de fake news, et que nous-mêmes, les médias, on est parfois dans un état de fragilité, on est aussi sur des lignes de crête, comment est-ce que vous abordez cet enjeu-là qui fait que parfois votre groupe et votre chaîne a pu être critiquée? Ce que vous venez de dire est une fake news. Par exemple, c'est bien qu'on purge le sujet. Voilà. Il a été reproché de ne pas avoir cité plus souvent la source en disant que ce n'était pas un sondage comme un autre. Voilà la précision. Donc il est important de souligner régulièrement que derrière l'étiquette se cache une réalité, et cette réalité, c'est important de la décrypter. Derrière l'étiquette, et c'est là où il faut encourager les gens à aller derrière l'étiquette. Et pour venir peut-être à l'éclairage de façon générale, avoir un certain bon sens, avoir un certain niveau de critique, avoir un certain recul, pour ne pas se jeter dans la gueule du loup, aboyer avec tous les autres en disant « Regardez, par exemple, Christine Kelly est facho ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un moment où on peut se retenir, réfléchir, analyser et ne pas tomber avec cette étiquette qui est stigmatisée, collée, affichée pour votre mise à mort sociale. Réfléchissons, la subtilité, elle est justement là. Voilà, donc il y a encore une place pour un travail, pour ne pas être noyé dans dans ce pouvoir des réseaux sociaux, et pour avoir un travail de distinction journalistique, on va dire. Enfin, je ne sais pas, j'espère que j'imagine que c'est aussi votre souci. Distinction journalistique, distinction de la part du téléspectateur, du lecteur, mais aussi de l'auditeur, distinction des politiques, distinction du commun des mortels. C'est sûr que ce décryptage doit avoir lieu à tous les niveaux. Lorsque cet été, je vois une vidéo où Emmanuel Macron est en train d'embrasser sur la bouche un homme, je vais vous dire, elle paraît très réelle, cette vidéo. Et ensuite, tout de suite, vous prenez un certain recul. Elle est vraie, elle est fausse. Et ça met un temps de réaction. Lorsqu'on va vous dire que Brigitte Macron c'est un homme, et lorsque vous passez des heures et des heures à discuter avec des gens qui vous disent mais absolument c'est un homme, je lui dis vous l'avez rencontré? Moi j'ai rencontré Brigitte Macron, je ne pense pas que ce soit un homme. Mais je vais vous dire, il y a combien de personnes qui pensent que Brigitte Macron est un homme? Pardonnez-moi, je parle des questions directes et franches. Oui, on est là pour ça. Des sujets directs et francs, dont on n'ose pas parler peut-être comme les vaccins, mais il y a de quoi se poser des questions. Ça, c'est très interpellant. Où on va aujourd'hui? Et évidemment, j'ai parlé tout à l'heure du fait que de cette étiquette qu'on veut souvent coller pour mieux stigmatiser et tuer. Oui. Quelle est la frontière entre le débat qui doit ne pas avoir de tabou, et c'est aussi parfois peut-être le risque d'une régulation que de ne pas vouloir aller aux frontières de ce qui dérange, de ce qui bouscule, et justement le risque de propager des fake news. Vous parlez des vaccins. Bon, on sait malgré tout que pendant la période Covid, il y a eu aussi beaucoup de fake news et beaucoup de craintes qu'on a distillées dans l'opinion, alors qu'on connaît l'efficacité globale des vaccins. Et on connaît aussi certainement des effets secondaires. Où est la réalité? Et c'est là où les gens se posent des questions. Est-ce qu'on dit le vaccin tue? Est-ce que c'est vrai? Le vaccin sauve? Est-ce que c'est vrai? La réalité est peut-être entre les deux. Mais la réalité n'est pas forcément le vaccin sauve, point. Il sauve plus qu'il ne tue, ça on en est quand même à peu près certain. Qui sait? Qui a mené toutes les analyses qu'il faut? Personnellement, je ne me pose pas
je ne tranche pas, je pose la question. Et avec donc vous êtes pour le droit de poser des questions, quelles qu'elles soient. Je suis pour le droit de se poser des questions. Regardons ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à Mark Zuckerberg qui regrette d'avoir subi ces pressions. Tout le monde a subi des pressions pour ne pas parler des vaccins. Tous les médias ont subi des pressions pour ne pas parler des vaccins. Peut-être que c'était justifié à ce moment-là, à un moment M, ou pas. Laissons certains se poser des questions, peut-être que ça n'était pas justifié. Il n'empêche que le fait qu'il y a eu des interventions pour ne pas parler de certains sujets crée le doute dans la tête du téléspectateur, dans la tête du lecteur, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres sujets, et on peut se poser des questions.